et toute l'équipe, Geneaï. Nantes, donc je me représente pas trop, quoique un petit peu quand même. Je suis Gaël Musquet. Je suis un peu inquiet, vis-à-vis de ta mère, parce que j'ai un fils moi aussi OK. et il a 19 ans cette année. Il faut qu'il se barre de chez moi. Si en plus on s'est embarré, il appelle ma femme tous les jours, je vais pas le prendre. Je plaisante. Je plaisante. Donc je suis Gaël Musquet, je suis père de 2 enfants, donc un garçon de 19 ans et une fille de 16 ans. Je suis né aux Antilles, en Guadeloupe pour être exact. Je suis né là, sur le petit bout de truc vert qui est juste ici. Là, c'est l'île où est née ma femme, la Martinique. Et lui là, c'est Hugo. C'est l'ouragan qui a ravagé mon île en 1989. J'avais 9 ans. J'ai survécu. Je suis une des rares personnes sur cette planète à avoir survécu en ayant vu le ciel étoilé à travers l'œil de l'ouragan. Dernière vitesse de vent mesurée. Alors, un ouragan, c'est un vortex, hein, donc c'est toute une bande nuageuse qui est un système dépressionnaire. Donc vous avez une pression atmosphérique qui est très faible au centre de l'ouragan. Normalement, à ce niveau-là, au niveau de la mer, on a 1013 hectopascales à peu près, environ 1,013 bar. Et une dépression, c'est une basse pression. Donc là, au milieu, plus la pression est faible, plus les vents autour du mur de l'œil sont violents. Pour vous donner une idée, à l'époque, en 89, Hugo, dernière vitesse de vent mesurée avant que la station casse en Guadeloupe, c'est 330 km/h de vent. Mélissa, en Jamaïque, sur une sonde catapultée, on est à 416 km/h mesuré, c'est un record absolu. En vitesse de vent mesurée. Moi, j'habitais dans une jolie villa qui venait d'être construite en 1988, qui était parasismique, paracyclonique, assurée. Mon père est banquier, pasteur, on avait tout fait plier. Il avait attaché le portail d'entrée. On était prêts. Il avait fait les réserves d'eau, de nourriture. On était tellement prêts qu'on a accueilli une autre famille qui n'avait pas de maison aussi solide que la nôtre. Et au milieu de la nuit, la maison a commencé à prendre l'eau. On a réalisé au lever du soleil pourquoi. Et mon père a décidé, pendant cette période d'accalmie, il faut savoir que quand l'œil du cyclone passe au-dessus de vous, vous n'avez plus de vent, vous n'avez plus de nuages, c'est le silence complet, alors que vous avez eu les enfers qui se sont déchaînés sur vous avant. Et donc mon père décide, donc on est 3 dans ma fratrie, j'ai 2 petites sœurs, mes parents, les 2 parents supplémentaires, ça fait 7 et la petite camarade de classe de mes sœurs, on était 8 au total, 4 adultes, 4 enfants qui se réfugient chez les voisins. Et toute la nuit, mes parents et ces adultes ont poussé les portes et les fenêtres de la villa d'à côté pour qu'elles n'explosent pas, en fait, avec la pression du vent, avec tous les débris qui se fracassaient sur les maisons. Au lever du soleil, j'étais pas inquiet, mes parents nous avaient mis avec mes petites sœurs et notre petite camarade dans les toilettes, la zone la plus sûre. Et donc on a passé la nuit là, un peu de bruit, mais les adultes venaient nous réconforter de temps en temps. Et au lever du soleil, c'est là où je me suis rendu compte, parce que mon père nous a raconté, il nous dit: «C'est bon, personne n'est blessé, on est tous vivants, la maison est assurée, vous inquiétez pas, on va reconstruire». C'est quand mes oncles sont venus que je me suis rendu compte de la gravité, donc les frères de ma mère, je me suis rendu compte de la gravité, de ce qui venait de se passer. J'ai vu la tristesse aussi dans leurs yeux, parce que cette villa, on l'a construite en famille, on l'a vu grandir, sortir de terre, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma maison avait beau être paracyclonique, elle était pas paradébris du cyclone, et donc nous, on a été impactés par une grande cuve de 3 mètres de côté. Il a fallu détruire la clôture de la maison familiale, la clôture, hein, pour pouvoir faire sortir cette cuve du jardin. Je suis devenu, quelques semaines, on s'est amusé avec mes petites sœurs à l'intérieur. De ce trauma, en fait, on a fait de ce débris une aire de jeu, improvisée, après le cyclone. On n'avait pas d'eau, on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas de classe, on n'avait pas école. Ça, c'était plutôt cool au début. Mais voilà, je suis un enfant qu'on a fait rêver. Je suis un enfant qui s'est, dédié, à ce moment-là, à la prévention des risques majeurs. Je me suis juré enfant que mon métier plus tard, ça sera d'éviter ça. Bon,
peu trop Dragon Ball Z, de Club Dorothée, Kamehameha n'aurait pas suffi, à protéger la Guadeloupe, de tout ça et je me suis évidemment rendu compte en grandissant que, ça allait pas aller en s'arrangeant et que, malheureusement et on l'a vécu avec Mélissa, l'année dernière, ces phénomènes dépressionnaires seront de plus en plus violents. Mais, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, oui, une partie de ma créativité vient, malheureusement de ce gros vortex. Je me suis spécialisé dans les nuages. Je suis un spécialiste des néphélomètres. Donc moi, je suis météorologue de formation. Ce que j'ai appris à faire à l'école, ce sur quoi j'ai publié, ce sont les instruments. Donc je suis pas prévisionniste. Mon vrai métier, c'est l'électronique, les systèmes embarqués, l'étude des nuages. Les nuages pas cool, donc le gros ouragan que vous avez vu là, les tornades, les orages, ça c'est Twister, Black Storm, Hurricane, toutes les séries B, tout ça là, ça c'est bien picousé à ça, gamin. Donc ça, c'est d'où je viens. Ce qui fait qu'en 2001, je suis arrivé ici, dans une autre période compliquée, c'était le 13 septembre 2001, pour ceux qui ont la ref. C'est un autre sujet, aussi, mais là, pas naturel celui-là, mais qui m'a amené ici dans l'Hexagone. Je fais un grand retour en arrière, parce que beaucoup de mes étudiants, ont l'impression que tout ce qu'on se raconte là, c'est génération spontanée et je vous fais un grand retour en arrière, heu, juste pour vous demander, est-ce que vous savez quelle est la montagne qui est juste derrière moi? Qui sait où on est là? Pardon? La montagne Pelée, exactement. C'est la montagne Pelée, en 2005 avec, des petits instruments à moi tout par là. Ça, c'est moi là. Qui c'est lui? Personne sait qui c'est? Qui ça? C'est ce que j'ai entendu. Alors je vais vous dire qui c'est après. Alors pourquoi je vous parle de la montagne Pelée aujourd'hui? La première raison, c'est que c'est la catastrophe naturelle la plus grave qu'ait connue la France. La montagne Pelée en éruption, le 8 mai 1902, c'est 30 000 morts. Dans une semaine, je serai en Martinique pour un exercice de tsunami, qui va reproduire peu ou prou des petits sujets, qu'on a dans la Caraïbe, à cause d'une éruption volcanique qui déclenche un glissement de terrain sous-marin au large, de Grenade, et qui déclenchera un tsunami, y compris en Martinique. Et donc la semaine prochaine, on sera 560 000 personnes minimum à évacuer 48 États et territoires de la Caraïbe. C'est un des plus gros exercices au monde. Alors, je laisse juste imaginer la créativité qu'il faut avoir pour évacuer autant de personnes. C'est un exercice qui existe depuis 15 ans, parce que l'humanité sait, après le séisme de 2004, d'Asie du Sud-Est, celui de 2011 au Japon, celui de 2011 et 2010 en Haïti et au Chili, l'humanité, notre génération, sait que un événement local, très localisé, donc une éruption volcanique, un volcan, un glissement de terrain sous-marin, peuvent avoir des conséquences mondiales. On le sait ça, d'accord? La France est le pays qui a le plus payé, pratiquement dans son histoire, en tout cas moderne, de ce type d'aléas. 1902, c'est pas si vieux que ça. 1902, 124 ans, c'est pas si vieux que ça. On avait déjà des câbles télégraphiques, on parlait déjà de digital, morse, d'accord? Avec la main, le doigt, pour faire bip 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 bip. On avait déjà des messages, et c'est comme ça qu'on sait à quelle heure exactement la montagne Pelée est en train d'éruption. C'est parce que l'éruption elle-même a cassé ces câbles télégraphiques et permis de dater exactement l'heure à laquelle ce volcan est entré en éruption. Je vous parle de cette éruption-là, alors pas juste parce que je suis antillais, parce qu'on n'a pas tiré les leçons du passé. On a beau avoir là des hackathons, des technologies, des téléphones, des satellites au-dessus. On n'a pas tiré les leçons du passé. Je vais vous expliquer pourquoi. À l'époque, le gouverneur de Saint-Pierre, le gouverneur de la Martinique, Saint-Pierre, c'était le petit Paris de la Caraïbe. Saint-Pierre, on avait déjà des tramways, des câbles télégraphiques, on avait des bourses synchronisées avec toutes les îles de la Caraïbe par câbles télégraphiques. C'était la capitale économique et culturelle de la France dans la Caraïbe. On parle d'un territoire, certes d'outre-mer, mais qui
représentait la puissance de la France sur la zone. Et vous verrez qu'on est dans une histoire extrêmement similaire à ce qui nous arrive en 2026. C'est qu'à l'époque, on avait les élections législatives. Alors cette année, c'est les municipales, mais il y a 124 ans, c'était les législatives. Et donc, avant ces élections, on a quand même un certain nombre de signes avant-coureurs qui laissaient à penser que ça allait mal se passer. On a eu des séismes, on a des animaux qui sont partis, les serpents trichinocéphales, les oiseaux, les scolopendres. En partant, ils ont tué des ouvriers, plus d'une quarantaine de morts juste à cause de morsures de serpents. On a eu des lares, près de 400 ouvriers qui décèdent à cause des lares. C'est des mélanges de boue, de poussière et de terre volcanique qui se mélangent à de l'eau, des orages. Et en fait, c'est pas juste une coulée d'eau boueuse, c'est une coulée de pierres ponces extrêmement abrasives qui ravagent tout sur son passage. Donc on a des usines et des ouvriers qui décèdent de ces lares. On trouve quelques scientifiques qui allaient dans le sens du vent, du gouverneur, qui disaient non, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On avait certes pas une connaissance aussi fine des volcans à l'époque, mais on a toute une campagne d'affichage sur les murs disant aux gens, il ne faut surtout pas partir, soyez pas peureux là, n'ayez pas peur. Si le volcan explose, les cendres iront sur la mer. D'accord ? Donc, et pire, on se moque et on vilipende les personnes qui, elles, s'en vont par prudence, parce qu'elles estiment que l'atmosphère est trop pesante, trop lourde, et que si jamais il se passait quelque chose, même si on ne connaissait pas encore les conséquences potentielles de ce type de volcan, ça allait mal se passer. La veille du premier tour, genre samedi qui vient, le volcan explose à moitié, d'accord, et il couvre Saint-Pierre de cendres. Donc, on pourrait déjà se dire, dernier arrêt, d'accord, dernière alerte, est-ce que vous pourriez vous en aller, les gens, d'accord ? Tout le monde est parti, il n'y a plus que les humains qui sont restés. Les gens sont quand même restés, et le 8 mai 1902, à l'entre-deux tours des législatives, le volcan explose. Les premiers morts, c'est à cause du choc, l'onde de choc, broyer les gens, et pas que les gens, des bâtiments, des roches. Et ensuite, les personnes sont décédées des courants pyroclastiques. Donc en fait, les cendres chaudes, les roches incandescentes pulvérisées par l'explosion ont dévalé la pente que vous voyez là et sont allées enflammer tout ce qu'il y avait sur le passage, la ville. Il n'y a eu qu'un survivant, Siparis, qui était dans les vols, qui était au cachot. Même les bateaux, le Belém, le voilier, a échappé de justesse puisqu'il avait appareillé la veille. Mais même les bateaux, vous avez une bonne centaine d'épaves aujourd'hui encore sur des sites de plongée de cette catastrophe-là. C'est quoi le lien avec l'IA et c'est quoi le lien avec les technologies, la créativité ? On en voit à l'époque, lui, Gustave Ferrier, c'est son nom. C'est un jeune capitaine de l'armée. Et Gustave, il teste la 5G de l'époque. Lui, c'était nous, mais de 124 ans plus tôt. Gustave, il teste la télégraphie sans fil. C'est un soldat qui, lui, est en train de tester. Ça va pour toi ? C'est bon ? Ok. Il teste à l'époque vraiment les moyens de communication radio sans fil, à suite des expériences de Marconi et d'Edison et de tous ces scientifiques avant lui. Il était général, à l'époque, il n'était pas autant médaillé. Et l'armée, la France, envoie donc le Destré chargé de mâts, de câbles, de génératrices électriques pour que Gustave Ferrier puisse tester cette innovation de l'époque. L'innovation de l'époque, c'était la télégraphie sans fil. Et ce que vous voyez là, ce sont c'est tous ces mâts, ces câbles, ces haubans, des technologies qui mélangeaient à la fois l'art de la marine, la charpente, l'ébénisterie, le transport, la logistique, tout ce que vous voulez, l'électricité. Enfin, on mélange tous les corps de métier pour pouvoir créer la première station de télégraphie sans fil en Martinique. Puis, quelques mois plus tard, ils reprennent le bateau, ils sont partis
en Guadeloupe, où ils ont posé la 2e station de télégraphie sans fil. Et donc là, vous voyez que Gustave, déjà, il avait des bonnes pratiques de développeur, hein, il documentait, d'accord? Il a documenté tous ses travaux, photos, documents, et il a documenté son code. Pour qu'on se souvienne, vous imaginez, ça, je l'ai retrouvé dans la bibliothèque personnelle de Gustave Ferrier à Centrale Supélec, parce qu'il est un des pères fondateurs de l'école Centrale Supélec. J'ai retrouvé, il y a 5 ans, 60 photos d'époque, donc ces photos en 124 ans, qui étaient comme ça dans une petite bibliothèque au hasard. Et on a donc maintenant, ces photos sont protégées aux Archives nationales, elles ne traînent plus dans une salle d'épreuve. J'ai fait ce cours, donc tous les ans, je fais un cours à Centrale Supélec sur l'introduction à la radio, devant à peu près 90 élèves ingénieurs de Centrale Supélec, dans l'amphi Gustave Ferrier, et croyez-moi, même mes centraliens sont comme vous, ils savent pas qui c'est. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il a posé, parce qu'il est revenu, hein, Gustave, est-ce que vous savez où est-ce qu'il a posé ses antennes? Sur la Tour Eiffel. Et c'est lui qui a sauvé la Tour Eiffel en 1909, quand il a fallu la démonter. Elle n'a pas été démontée pour 2 raisons. Pas parce qu'elle était belle, à l'époque c'est un gros sujet, hein, c'est un petit sujet politique. La première raison, c'est parce qu'il s'est associé avec Gustave Eiffel pour poser des stations météo sur la Tour Eiffel. Et la deuxième raison, c'est parce que la Tour Eiffel est devenue un élément central, important, vital pour la sécurité, pour la transmission du temps, pour les expérimentations radioélectriques, pour les télécommunications et communications de l'armée, pour les expérimentations de la transmission du temps auprès des bateaux, pour sécuriser les calculs des longitudes. Il est devenu un des administrateurs, Gustave Ferrier, du Bureau des longitudes, qui existe encore aujourd'hui et qui définit encore aujourd'hui ce qu'est une latitude et une longitude. Ces travaux-là ont donné naissance aux constellations de positionnement par satellite, GPS, Galileo, Beidou, QZSS, le GLONASS russe. Toutes ces constellations de positionnement par satellite, ce sont ni plus ni moins que des émetteurs, des horloges qui transmettent le temps à 25 000 km au-dessus de nos têtes. Gustave Ferrier a permis d'imaginer des systèmes de secours maritimes comme ceux qui équipaient, malheureusement pour une autre catastrophe, 1912, le Titanic, le HMS Titanic qui peut transmettre ce SOS en morse. On aurait pu ne jamais le retrouver. Comment on a retrouvé, comment on a su qu'il y avait des victimes et qu'il y avait une avarie, parce qu'on a pu transmettre ces messages et la position du bateau et pouvoir appeler à l'aide les bateaux autour. Bref, une bonne partie des technologies que vous avez dans la poche, on les doit, et même au niveau du patrimoine industriel et du patrimoine aussi militaro-industriel de notre pays, on doit ces travaux à Gustave Ferrier, à d'autres scientifiques et à d'autres femmes. Si vous voulez voir toute cette histoire et vraiment faire un focus sur la partie radio, je vous invite à aller à Cesson-Sévigné, près de Rennes, où vous avez le musée qui porte le nom de Gustave Ferrier. C'est une des personnes pas assez connue, peu connue, mais qui a énormément apporté et qui a permis énormément de travaux dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Je fais avance rapide. Pourquoi je vous dis qu'on n'a pas retenu les leçons du passé? Parce que la France est signataire d'un traité, d'un cadre d'action, le cadre d'action de Sendai. Alors, on a tous en tête les COP, les Conference of the Parties, tous les ans, d'accord, où les États s'entendent pour pouvoir définir quels sont les objectifs acceptables financiers, industriels, énergétiques pour pouvoir atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Il en faut, c'est important, c'est bien qu'on se parle, on se pose toujours la question tous les ans, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'on continue, bref, il faut le faire. Moi, je suis un techos, d'accord? Donc moi, ce que j'aime, c'est l'action. Et l'action, c'est cadre d'action. C'est un vous pouvez le télécharger, hein, c'est 40 pages. Il est super ce truc, qui définit les 4 priorités de l'humanité. Parce qu'en attendant qu'on se mette d'accord au Conference of the Parties, la nature ne se met pas sur pause. D'accord? Il n'y a pas pause et on attend que vous vous mettiez d'accord. Les catastrophes se succèdent, toutes, et dans tous les sens du terme. Et donc, le cadre d'action de Sendai qu'on a signé en 2015 dit priorité numéro 1, c'est comprendre les catastrophes auxquelles nous sommes confrontés. Priorité numéro 2, c'est qu'on puisse s'organiser à tous les niveaux, de la famille jusqu'au chef de l'État et entre les États pour pouvoir faire face à ces catastrophes. Priorité numéro 3, il faut que l'on ait l'argent.
parce qu'une fois qu'on sait comment s'organiser, tout ça, ça a un coût, et donc il faut qu'on finance la préparation aux catastrophes. Et la priorité numéro 4, puisque ces catastrophes se succèdent et qu'elles interviennent, il faut évidemment que l'on fasse mieux, ou qu'on reconstruise mieux. Donc soit on fait bien tout de suite parce qu'on sait qu'on est confronté à un aléa, à un risque, soit on reconstruit mieux parce qu'après la destruction, il faut rebâtir. Juste quelques chiffres et après j'accélère. Le réchauffement climatique, c'est si tout va bien. C'est-à-dire, c'est s'il n'y a pas l'Iran, Israël et les États-Unis qui se foutent sur la gueule. C'est s'il n'y a pas surtout de séisme, s'il n'y a pas de guerre en Ukraine. Vous savez, à chaque fois, vous regardez, si je suis un des consultants de chaîne d'info, vous voyez qu'une information, une actualité en chasse une autre. D'accord? On était il y a quelques temps sur les inondations de votre côté, là. On est vite passé à autre chose depuis qu'on a décidé d'attaquer l'Iran. 58% des morts, plus de la moitié, c'est pas le réchauffement climatique. Je dis pas qu'il faut pas s'occuper du réchauffement climatique, hein. Je suis pas climato-sceptique, hein, d'accord? Je dis juste que si avec ça, ce serait déjà pas mal. On n'a pas que ça à gérer. On a aussi à gérer 58% des morts entre 2000 et 2020. Ce sont des séismes, des tsunamis et des volcans qui n'ont rien à voir avec le réchauffement climatique. Donc si on était juste pragmatique et mathématique, là où on devrait mettre le plus d'argent, c'est pour anticiper au maximum les séismes et les aléas géologiques, parce que ce sont les plus meurtriers, parce qu'ils sont imprévisibles, et les inondations, puisque c'est ce qui coûte et ce qui impacte le plus de personnes. OK? Donc ça, c'est les chiffres factuels de l'Agence de prévention des risques majeurs. Ce qui m'amène à l'article 110, qui date du 17 décembre 2018. Ça, c'est une de mes victoires et qu'on a mené de haute lutte déjà à Nantes. Avec tout ce que je viens de vous raconter là, jusqu'au 21 juin 2022, la France, l'Europe, et surtout la France, alors qu'on est à l'origine de tout ce que je viens de vous raconter, hein, la radio, les innovations, etc. Avant le 21 juin 2022, la France ne disposait pas de système d'alerte par téléphone. Il a fallu qu'on puisse, de point de vue associatif, avec des ONG, que l'on aille militer à Bruxelles pour que l'Europe nous impose, alors qu'on l'a inventé et créé en 1997, hein, l'alerte cellulaire. Le seul broadcast, c'est Paris-Sophia Antipolis, 1997. Il a fallu pratiquement 25 ans pour qu'on fasse voter cet article de loi et qu'au 21 juin 2022, il puisse être appliqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui se passait à cette date-là, mais on avait des feux dans le sud-ouest, Landiras, souvenez? Et c'est la première fois que la France appuie sur le bouton et qu'elle déclenche l'alerte cellulaire pour dire aux gens qui sont exposés à ces feux, qui étaient extrêmement importants à l'époque, qu'il fallait évacuer ou qu'il fallait se confiner face à ce feu. Ça, l'article 110, il a 2 paragraphes. Le paragraphe 1, c'est l'alerte cellulaire. Le paragraphe 2, c'est tous les réseaux radio potentiels que la population pourrait utiliser, DAB+, la bande FM, le TNT pour la télévision. La semaine prochaine, enfin jeudi prochain, je serai donc en Martinique et croyez-le ou pas, avec tout ce que je viens de vous raconter, les 2 préfectures de Guadeloupe et de Martinique ne feront pas l'exercice de tsunami. Il y a 90 000 personnes qui sont exposées à ce risque en Guadeloupe et autant pratiquement en Martinique. C'est-à-dire que j'ai 180 000 personnes là qui, du jour au lendemain, parce que c'est pas prévisible, peuvent être impactées par un tsunami. On est 124 ans plus tard avec toute la technologie dont on dispose, et vous avez 2 préfets qui décident. Il y a les élections. Vous vous souvenez, hein? 8 mai 1902, entre 2 tours des élections, comme le 19 mars qui vient, et on ne fera pas l'exercice. Donc là, on ne va pas expliquer, former, s'entraîner pour expliquer aux populations comment on fait et comment on va pouvoir se protéger. Je le vis un peu mal. Moi, je serai là-bas. Je suis en campagne municipale, moi-même, quand je suis élu, d'accord? Mais je vais quand même, parce qu'on a un enjeu vital fort, me rendre en Guadeloupe avec une partie de mes étudiants pour pouvoir entraîner et permettre aux populations, malgré le dispositif FR Alert qui existe, permettre en fait
ces personnes d'être prévenues. Ça, c'est ce que j'avais geeké à l'époque à Marie-Galante. Donc, il y a 10 ans, en 2016, on a testé avec du matériel sur étagère, un PC, l'alerte cellulaire pour prouver aux États, à la France, aux différents ministres de l'Intérieur qui se sont succédés que l'alerte cellulaire était la solution, qu'il fallait aller vers cet article, ce fameux article 110. Et donc, la semaine prochaine, je serai pour la première fois en plein test de l'ASA, qui est une nouvelle norme qui a été publiée en 2024 et qui permet d'alerter sur les radios DAB+, vous savez, le Digital Audio Broadcasting, qui est la bande numérique terrestre qui permettra de remplacer demain la bande FM et qui dispose maintenant d'un système d'alerte localisé avec à peu près 100 mètres de précision, mais qui permet de manière chirurgicale de dire aux gens qui sont là, vous êtes exposés à un danger. Donc 2016, on testait pour la première fois FR Alert, ce qui est devenu FR Alert. Et la semaine prochaine, pour la première fois, on testera l'ASA en France pour prouver, pareil, aux différents ministres de l'Intérieur et ministres tout court, que ce dispositif est aussi un moyen pour respecter le paragraphe 2 de l'article 110. Le hacking, pour moi, c'est ça. Il y a différentes manières de militer. Vous pouvez vous engager en politique, vous pouvez faire des manifestations, vous pouvez faire des pétitions, vous pouvez faire de l'action. Et donc, moi, mon sujet, c'est tous les ans, depuis 15 ans, partir, rentrer chez moi avec tout ce que j'ai sur la table de technologie disponible pour pouvoir résoudre ce problème-là. Et donc là, on est deux de l'IFT, l'Institute for Future Technologies, qui est là, qui est prof, c'est mon chef, c'est moi le plus un. Je pars avec 5 de nos étudiants. Ils vont rester 16 semaines en Martinique. Faut se radioamateur. Je vous expliquerai après ce que c'est, pourquoi je suis radioamateur. Pour faire exact, c'est un hackathon, mais de 16 semaines. Pour régler les problèmes de submersion, tsunami, crue, glissement de terrain, algues sargasses qui échouent. Ils ont un hackathon de 16 semaines, c'est leur stage. Ils ont même essayé de me corrompre pour être sûr de partir, certains. Et donc, l'idée pour moi, c'est que ces élèves ingénieurs en 4e année puissent prendre la relève. J'ai 46 ans, je commence à être un peu vieux pour tout ça. Et là, vous avez quelques captures d'écran de ce qu'on a pu réaliser comme exercice, comme démonstration sur Lubrizol, sur l'accessibilité de l'alerte avec une personne en situation de handicap. Tenez-en compte dans vos travaux pour le hackathon. Une personne en situation de handicap a des probabilités 4 fois supérieures de décéder ou d'être blessée d'une catastrophe naturelle. Quand vous n'entendez pas, quand vous ne voyez pas ou quand vous voyez mal, quand vous entendez mal, quand vous avez des problèmes de mobilité, eh bien vous êtes forcément, potentiellement beaucoup plus victime d'une catastrophe naturelle. Ce qui veut dire que dans les UX, dans les interfaces que vous allez concevoir, vous devez intégrer que la personne ne sait pas lire ou qu'elle ne sait pas lire le français, d'accord ? Que la personne est peut-être dyslexique, que la personne est daltonienne, que la personne a besoin d'une boucle auditive pour pouvoir savoir qu'il se passe quelque chose de grave, qu'elle a peut-être besoin de main, j'en sais rien, que vous hackez des Philips Hue, les lampes, pour que vous puissiez avoir une lampe rouge qui clignote. Donc on met la lampe en rouge et elle clignote, voilà, c'est des petites choses auxquelles on a pensé avec les étudiants. Vous avez besoin de pictogrammes parce que quand vous êtes un enfant, vous allez peut-être survivre à vos parents peut-être seront, et c'est déjà arrivé dans les exercices que j'ai fait, je prends une toute petite digression. On fait l'exercice, donc on met un monde idéal, vous faites l'exercice, et j'ai une enseignante qui dit « Non, je ne fais pas l'exercice. » « Si, tu vas faire l'exercice. » « Ben non, je suis au 3e étage de l'établissement, donc s'il y a un tsunami, c'est pour ceux d'en bas. » Je dis « Non, meuf, on n'a pas de quoi à gérer. » Ok. Et puis je te rappelle qu'un tsunami, c'est peut-être après un séisme, donc plus 3, c'est 0, parce que le bâtiment, il s'est effondré. Et donc, la principale, il y a 3 ans, hein, d'accord, vécu. La principale du collège vient de Simlandre de descendre. Donc elle descend, elle râle, les élèves commençaient à se dire gaulois. Hein. Donc antillais peut-être, mais gaulois quand même. Ils descendent et commencent à se mutiner. Et elle râle sur 500 mètres et gna gna gna, et mon programme, et je suis en retard, et gna gna. En fait, en vrai, s'ils ratent leur brevet parce qu'ils ont raté 2 heures de cours pour un exercice de tsunami, je pense que le problème, c'est pas l'exercice de tsunami. Et tout le trajet, vous imaginez ce que c'est qu'un adulte qui est quand même votre tutelle, vous êtes un enfant, vous avez 14 ans, vous êtes en 3e,
qui contestent l'ordre de l'autorité. La mairie qui décide, c'est la police municipale, on a des militaires, on a 4 participé. Il a fallu que la 4e adjointe, madame Labourieux, que je salue, lui explique gentiment à la fin, quand les élèves étaient en sécurité, qu'en 2007, au moment du séisme en Martinique, il y a eu un séisme assez fort, il n'y a pas eu de mort, mais il a été quand même assez puissant. Il y a des profs qui ont fait des malaises. À votre avis, qui c'est qui les a sortis de l'école, de la salle de classe? Ce sont les élèves. Donc toi, adulte, même moi qui suis dans le milieu, je suis pas sûr que j'aurais toute ma tête, que je serais pas sidéré, que je vais pas être choqué par un enfant qui vient de se faire écraser par un poteau qui s'est effondré. J'ai même une anecdote. J'ai un prof, je vais pas dire qui c'est, qui a sorti un gamin sous la table pour se mettre à la place. Non, mais vous imaginez la peur, parce que là, on va faire un hackathon, le shift là, mais tout le monde va être cool, d'accord? En pleine possession de ses moyens. Mais imaginez que si votre vie est en jeu, à quel point vous perdez vos moyens, à quel point vous êtes prêt à buter le voisin pour pouvoir survivre, hein. C'était son élève, il va le tuer quand même. Ça, c'est du débrief d'exercice, hein. Anecdote, l'instit, il a eu peur. Il a viré le gamin sur la table. Il s'est mis à la place. Magique. Je vous raconte ça parce que la créativité dont je dois faire preuve face à l'atrocité en fait hein, des éléments qui peuvent se déchaîner. Vous pouvez avoir toutes les technologies que vous voulez. Donc c'est super hein, ce que je vous montre. On a des téléphones connectés. Vous avez des autoradios qui vous diront bientôt ce qu'il faut faire. Vous avez des hackers qui débarquent et qui mettent des faisceaux hertziens à l'arrière de Dacia Sandero. Pour relier sur 25 kilomètres Marie-Galante à la Désirade et à la Guadeloupe, on sait tout faire, hein. On a tout ce qu'il faut, hein. Franchement, il n'y a pas de problème technique, hein. Humainement, vous savez que j'ai fait ça là avec les copains. J'ai un collégien qui est venu me voir et me dit: «Monsieur, en vrai, l'exercice, c'est nul, hein». Je sais pourquoi, les gardiens, ils trouvaient pas les clés du collège, donc on serait tous morts. Un collégien qui me sort ça, hein. On serait tous morts comprimés, compressés, contre la barrière de l'établissement, puisqu'il est fermé à clé. Bah oui, il y a des terroristes, il faut fermer. Il y a des braquages, donc il faut fermer. Donc c'est bien, hein. Moi c'est bien que l'établissement soit fermé, mais en cas d'urgence, ce serait bien aussi qu'ils sortent. Et vous savez que ces enfants, c'est ça qui me fait mes journées. Inspirez-vous des enfants. C'est le pire des publics. Vous êtes cool, hein? Eux, ils sont pas cool. D'accord? Donc si c'est nul, ils vous le disent direct. Et ils sont d'une logique implacable. Donc quand vous posez à un enfant, quel que soit son âge, de tout ce que vous leur racontez, l'IA, machin, les capteurs, les réseaux, edge computing, si de tout ce que vous leur racontez, ils vous disent bah c'est nul, il y a peut-être un sujet. Je dis ok, ben explique-moi comment tu aurais fait. Et donc ils nous expliquent comment ils auraient fait. Et là, la remarque d'après, c'est de toute façon il n'y aura pas d'eau, comment on fait? Ben, il faut qu'on aille dans les mares, boire de l'eau avec des pailles filtrantes spéciales et tout. Ça, c'est remarque d'un enfant, hein. C'est un enfant de 4e qui vous explique, sans être survivaliste, hein, mais de manière collective, parce qu'il était scout et qu'il a commencé à intégrer un certain nombre de réflexes, parce que le territoire dans lequel il vit, il sait très bien qu'il est fini et qu'il ne va pas pouvoir avoir accès à toutes les technologies ou à toutes les commodités et au confort qu'on est en droit d'attendre d'un pays comme la France, qui, après 124 ans d'une catastrophe quand même dantesque et meurtrière, n'a toujours pas compris que le facteur humain, que j'aime beaucoup répéter d'Hubert Reeves, le BFH, le putain de facteur humain, c'est le premier des facteurs limitants dans ces moments-là. Et donc, tout ce que vous n'aurez pas imaginé hanter l'aléa, c'est ce qui vous tuera et c'est ce qui causera le chaos. Toujours. Vous pouvez avoir toutes les technos que vous voulez, si les gens, vous les avez pas formés à évacuer, et cetera, ça peut pas marcher. Donc quand je parle, je fais juste une petite capture d'écran de ce que je hack avec mes élèves. On met en place une cellule de crise. Donc ils arrivent, c'est dit A-Team, hein, c'est l'agence de risque. J'ai pas de cigare là, c'est pas bien, mais j'aime quand un plan se déroule sans accroc. Hannibal, je sais pas si ceux qui ont la ref, hein, je suis désolé, j'ai 46 ans. Ce que vous voyez là, c'est tous les mouvements de rotation en rouge, tous les avions qui ont décollé et atterri en Martinique pendant l'exercice, et en bleu, tous les bateaux qui ont appareillé ou accosté en Martinique.
La particularité que vous avez là, vous avez un petit truc carré, c'est pas naturel, hein, c'est le port terminal de croisière, terminal pas de croisière, c'est le terminal de marchandises, donc porte-container, container. Là, vous avez le terminal de croisière et là, vous avez la raffinerie. La particularité de ça, là, c'est que tout ça, c'est en zone submersible tsunami, que le matériel de sécurité civile, il est là, et dans la raffinerie. Qui fait ça? Que vous avez 2 fibres optiques, les 2 stations d'atterrage sont là. Vous avez 2 magnifiques boules ici qui sont les stocks d'ammoniac qui sont à côté de la raffinerie. Vous avez les stocks de butane, de propane. Vous avez les stocks de kérosène, d'essence et de gasoil, puisque l'aéroport est juste là. De fioul lourd pour les bateaux. Évidemment, les méthaniers, vous avez les transporteurs d'ammoniac. Vous avez les croisiéristes. Donc là, en moyenne, pendant l'exercice au mois de mars, vous avez 3-4 paquebots qui chacun transporte entre 2000 et 4000 personnes. C'est pas des Martiniquais, hein, d'accord? Donc 3-4 000 personnes, je vous explique. C'est la taille d'une commune moyenne de Martinique. On n'a déjà pas d'eau et de nourriture pour tout le monde, hein. La Martinique, c'est 30% de résilience alimentaire. Donc vous avez un chaos déjà de base, une grève au port du Havre. Au bout d'une semaine, vous n'avez pas grand-chose dans les rayons. Une semaine, hein. Une semaine. D'accord? On fait quoi des gens? Ils s'habitent pas là, ils savent pas. Et donc mes élèves, c'est un peu ce que je leur explique. D'accord? Vous n'êtes pas de la région. Vous arrivez sur une île paradisiaque. Imaginez juste l'enfer qui se referme sur vous. En cas de cyclone très puissant, en cas de séisme, en cas de tsunami. Tout rentre et tout sort et tout transite par que cette zone-là. La ville du Lamentin aujourd'hui, en Martinique, c'est le poumon économique, c'est l'aéroport, il n'y en a qu'un, c'est le port, il n'y en a qu'un, c'est la raffinerie, il n'y en a qu'une, et vous avez ici une voie rapide qui sépare l'aéroport, le port et le reste du territoire en deux. Donc, si vous avez un séisme de forte magnitude avec tous les ouvrages d'art que vous avez là, les stations d'atterrage sont inondées, c'est fini. D'accord? C'est fini. Et il n'y a même pas à se raconter d'histoire, c'est fini. Moi, mon stress, puisque ma femme est née là-bas, moi je suis né en Guadeloupe, la Guadeloupe c'est le même problème, hein, j'ai même le même souci, c'est à quel moment ça a déraillé. Entre 1902 et 2026, pourquoi on n'arrive pas à être assez bon, assez fort, assez puissant, économiquement, techniquement, humainement, socialement, politiquement, pour éviter un drame qui s'écrit là, et tous les jours il s'écrit le drame, hein, tous les jours il s'écrit. Alors de Guerlas, moi j'ai arrêté, vous avez prévu, je suis pas quand même trop très stressé depuis le début de la conférence. Moi mon espoir c'est les enfants, donc c'est pour ça que je mets le paquet sur eux, parce que en 15 ans, vous imaginez que les gamins que j'ai eu au collège il y a 15 ans, ben, ils ont 30 ans aujourd'hui, donc eux ils savent, et donc ils transmettent à leurs enfants. Beaucoup des parents que j'ai eus utilisent les itinéraires d'évacuation tsunami comme des sentiers de randonnée pour apprendre à leurs enfants comme ça à mémoriser l'endroit où ils vont devoir évacuer. Le Chili, pareil, avec beaucoup de femmes impliquées dans ces histoires. Alors messieurs, je suis désolé, j'ai une petite critique de nous. Tout ce que je vous raconte là, si je suis optimiste, c'est pas grâce à nous les gars. C'est grâce aux femmes qui sont très impliquées sur ces sujets-là. Malheureusement, théorie du genre, vous la prenez sociale, culturelle, tout ce que vous voulez. Les femmes, c'est le care, c'est le soin. Prenez dans tous les sens que vous voulez. Si j'arrive à m'en sortir sur ces sujets-là, si avec les Nations Unies on arrive à s'en sortir sur ces sujets-là, c'est grâce au leadership de femmes qui sont en situation de pouvoir politique, économique et ou administratif. La première ville d'Europe labellisée Tsunami Ready par les Nations Unies, c'est la ville de Dé, dirigée par Jeanne Marc, 73 ans. Madame Laborieux, 4e adjointe au maire de la ville du Lamentin, 70 ans. Michelle Bachelet, je ne sais pas quel âge elle a, ancienne présidente de la République du Chili. Alors, je parle du Chili parce que Madame Bachelet, elle s'est dit plus jamais ça. Elle a commencé à mettre en place un plan qui s'appelle Familia Preparada pour pouvoir aider les familles, qui est la plus petite unité sociale de la nation,
à se préparer face aux aléas. Vous savez ce que c'est que la conséquence de ça? Parce qu'on a beaucoup, nous, en tant que TECOS, des métriques, vous savez, des choses, des KPI. Alors, les KPI de Michelle Bachelet, c'est 1 100 000 personnes évacuées en 45 minutes en septembre 2015 avant un tsunami, 0 mort. Les KPI, près de 15 ans plus près de 11 ans plus tard, donc le 30 juillet 2025, donc l'année dernière, hein, séisme dans le Kachamka, alerte tsunami sur l'intégralité du Pacifique. Les KPI de madame Bachelet, c'est 1,4 million en 1h10, 0 mort. Au total, c'est 2 millions quand on compte tous les États du Pacifique alertés. C'est 2 millions de personnes évacuées le 30 juillet dernier. Vous savez, la seule chose qui a débloqué, ce qui me permet de faire le lien des tsunamis avec l'IA, vous savez ce qui a merdé? Le seul truc qui a merdé, je sais pas si je vais le retrouver comme ça, je pense que ouais. Ouais, vous savez, le seul truc qui a merdé, je vais vous prendre le journal de la baie. Le seul truc qui a merdé ce jour-là, c'est l'IA. Grok et Gemini. Parce que les gens qui étaient face à ce tsunami-là, et qui n'habitaient pas forcément là, ou qui ont comme réflexe de demander à une IA ce qu'ils doivent faire à la seconde, à la minute, le réflexe des gens, dans la baie, à Hawaï et ailleurs, c'est de dire et demander à une IA qu'est-ce que je fais? Il y a une alerte tsunami. Et vous savez ce qui s'est passé? Les deux IA, donc Google et Twitter et X, ont dit aux gens que l'alerte avait été levée. Donc l'IA a dit exactement le contraire, hallucination, elle a dit exactement, l'IA générative, elle a dit exactement le contraire de ce que les États avaient conseillé. Parfois, il vaut mieux rester analogique, d'accord? L'analogique, l'humain, encore une fois, vous pouvez avoir toutes les technologies du monde, si jamais la population n'est pas entraînée, qu'elle ne maîtrise pas son territoire, le lieu où elle travaille, le lieu où elle est scolarisée, le lieu où elle est en vacances. Vous savez c'est quoi la conséquence de ça là? C'est à Hawaï, les gens se sont retrouvés, hop là, je vais juste enlever cette page-là. Vous savez ce que je vous disais sur les bateaux de croisière? Ben, la prophétie qu'on avait donnée ici sur la Martinique, donc là on l'a fait pour AXA, sur l'AXA Foresight. Donc moi j'ai prophétisé qu'un jour on aura un tsunami, donc ça je l'ai fait en mai, la prophétie, d'accord? En mai 2025, j'ai écrit pour AXA que le jour où on aura un tsunami sur l'Atlantique, on va se retrouver avec des armateurs de bateaux de croisière qui vont devoir laisser les passagers à terre. 30 juillet 2025, TP. Vous avez plus de 600 personnes à Hawaï qui ont été laissées au sol. Les bateaux ont appareillé, parce qu'il faut protéger évidemment l'actif financier, plusieurs centaines de millions de dollars, et évidemment les vies qui sont à bord. La priorité. Mais croyez-moi, pour un assureur, la priorité, c'est l'actif. Hein, d'accord? C'est les morts, ils sont morts. Le problème de l'assureur, sans vouloir être cynique, le problème de l'assureur, c'est pas les morts, hein, c'est les blessés et l'immobilier. D'accord? Donc la consigne des armateurs, c'est vous appareiller s'ils ont le temps, hein, d'accord? Mais donc les bateaux de croisière sont partis d'Hawaï et ils ont laissé des gens sur le port. Et quel a été le réflexe des gens qui étaient en excursion, qui étaient en train d'acheter des trucs? Au lieu de rester dans les hauteurs et de rester à l'abri, ils ont demandé à X, Grok et Gemini et Google, alerte, qu'est-ce que je fais? Alerte levée, donc les gens sont tous allés directement dans le danger. D'accord? Donc c'est grave. En fait, en gros, vous avez un État fort, puissant qui dit il faut que vous évacuiez, et vous avez une technologie certes belle et tout ce que vous voulez, et qui tient compte un peu de pas mal de paramètres, mais qui a une hallucination et qui dit non, tu peux redescendre. Mon combat là pour 2026, c'est d'essayer de convaincre les services de l'État que les médias sociaux en gestion d'urgence, qu'on appelle les MSGU, doivent intégrer maintenant les LLM. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste devoir vérifier ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on va devoir aussi vérifier si les IA n'ont pas d'hallucination pour bien vérifier que le message d'évacuation, de confinement est bien respecté par la population locale, autochtone, mais aussi exogène au territoire.
c'est-à-dire les touristes, les personnes qui sont en transit ou de passage. Je m'arrête après ça. J'ai été le hacker de l'Aquarius. Vous voyez ce que c'est l'Aquarius? Le bateau de tu vois pas ce que c'est? OK. En 2016, on a une crise migratoire, à cause de la guerre en Syrie, Libye, pas mal de personnes qui quittent, bon gré mal gré, les côtes africaines et qui, avec des passeurs malheureusement, se jettent à l'eau dans des embarcations et qui se noient. Donc la France, fait, le sauvetage en mer cause nationale, mais les États européens sont en dessous de tout. Et on ne porte pas assistance, y compris des bateaux, de marine marchande, ne portent pas assistance à ces personnes qui sont des miséreux, mais qui sont au milieu de la Méditerranée et qui demandent assistance. On décide avec quelques citoyens, de faire du crowdfunding. On passe par Ulule pour la France, avec des Espagnols, des Allemands, et on décide, d'affréter, de louer l'Aquarius, qui était un bateau des gardes-côtes allemands. Société civile, hein, d'accord? C'est pas, on n'est pas un État, d'accord? On est des citoyens et on décide de financer, d'acheter, d'armer ce bateau. Là, vous le voyez en configuration au départ de Marseille. On lève suffisamment de fonds, un bateau quand même qui nous coûte 11 000 € par jour, hein, d'accord? En opération, fuel, cuisine, l'eau, les télécommunications, et on me confie la lourde tâche d'armer le bateau et de le connecter à internet. J'avais jamais fait ça de ma vie. D'accord? Vous imaginez Gustave Ferrier, télégraphie sans fil, ben pitié Gustave Ferrier, mais pour l'Aquarius, d'accord? Tant qu'il était au large de la Méditerranée, de la France, de la Corse, ça va, c'est un bateau qui croisait au large de Tripoli. Heu, donc j'ai armé ce bateau, j'ai installé internet dessus avec un opérateur, par satellite, avec les 2 VSAT robotisés que vous avez dans les coupoles qui sont ici, à bâbord et à tribord, et qui permettent de relier le bateau avec une liaison à l'époque de 4 mégabits seconde. D'accord? Ça, c'est ce dont je disposais. Ça m'a permis d'héberger des journalistes qui pouvaient témoigner de l'horreur. Ça m'a permis d'avoir des lignes en voie sur IP pour pouvoir alerter. Il ne faut pas croire qu'un bateau comme ça, armé, va comme ça à la fleur au fusil n'importe où. C'est le MRCC, donc la capitainerie de la Méditerranée à Rome, qui nous appelle sur des numéros français, italiens, allemands, sur le bateau, grâce à ces lignes en voie sur IP, et qui nous demande d'aller à la rescousse d'une embarcation qui a été repérée et qui est en difficulté. L'Aquarius, c'est plusieurs dizaines. Alors moi, quand j'ai quitté la mission, ce que j'ai transmis, j'ai formé, j'ai installé. Donc, c'est une ONG SOS Méditerranée qui est autonome aujourd'hui. C'est plus de 30 000 vies sauvées. C'est 6 bébés qui sont nés à bord. C'est Marie Merci qui est une des enfants qui est née sur ce bateau, qui a donné son nom à une chanson de l'Eurovision de Monsieur Madame. Qui porte le nom d'un des bébés qui est né sur ce bateau. Je suis pas croyant, mais une vie pour une vie. D'accord? On est en capacité, avec toutes les technologies que je viens de vous lister, assis dans un canapé, une console SSH, une Raspberry Pi et une BeagleBone Green à l'intérieur d'un bateau, d'aider des journalistes à faire le travail, d'aider des ONG, des gynécologues obstétriciennes à accoucher, d'évacuer des bébés en hyperthermie. C'est à ça qu'on reconnaît la force et la puissance d'une civilisation. À quoi servent toutes ces technologies qui nous irriguent au quotidien? On peut ne pas être d'accord avec les politiques migratoires, d'accord? On peut en débattre et j'ai aucun problème avec ça. Mais on ne peut pas laisser mourir des gens. C'est la loi, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est pas des principes que chrétiens, ou issus de l'islam ou du judaïsme ou de l'hindouisme. Vous ne devez pas, vous ne pouvez pas, et c'est même la loi des hommes qui le dit, si je reprends les termes corrects des ministres du culte que j'ai pu consulter, la loi des hommes dit non-assistance à personne en danger. C'est le terme consacré. Vous ne pouvez pas laisser mourir des gens en mer, c'est pas possible.
Quand c'est interdit. Enfin, si vous êtes un armateur et que vous laissez des gens mourir au pied de votre bateau. Bon, vous avez vu quand même que quelques gardes-côtes, douaniers ont percé des bateaux, en Grèce, et au large de l'Italie, d'accord? Et si je vous montre le bilan et les logs de mon bateau, je crois qu'on est à 842 jours de mer. Donc le bateau est parti de Marseille, on l'a remis à Marseille. On a traversé entre la Sardaigne et la Corse et là, vous avez toutes les missions de ce navire. Donc même l'Italie aujourd'hui, avec un gouvernement, qui est ce qu'il est, régularise des migrants, pour plein de raisons. D'accord? Heu, Pourquoi j'ai fait cette mission? Alors évidemment parce que, je suis un humaniste, que j'ai pas envie que les gens meurent, que voilà, ça j'ai envie d'aider des copains qui travaillent dans des ONG. Mais parce que je suis aussi un descendant des personnes qui sont décédées de l'éruption de la montagne Pelée. À votre avis, si jamais une catastrophe comme celle qui a frappé la montagne Pelée, la Martinique en 1902, survenait encore, parce que la Guadeloupe a aussi son volcan, la Soufrière, de quoi on aura besoin, puisque les aéroports seront détruits? De quoi on aura besoin? De quelle technologie, de quels moyens de transport on aura besoin pour évacuer les gens, pour les soigner? Ça se fera pas en avion, ça se fera en bateau. Et donc, si on est capable d'armer et de hacker un bateau, qui est pas un bateau humanitaire à la base, hein, c'est pas un bateau hôpital, hein, c'est un bateau des douanes, d'accord? On pourrait monter max à 400 personnes à bord. Je sais armer un bateau, je sais connecter un bateau, je sais lever des fonds pour pouvoir opérer un bateau, d'accord? Je maîtrise les technologies qui permettent de faire ça. Et le jour où, parce que ma mère habite en Guadeloupe, je l'appelle pas tous les jours. Je t'embête. Mon père habite en Guadeloupe, mes sœurs habitent je suis tout seul ici avec ma femme et mes enfants bizarrement, mais vous savez ce qui est le plus dur pour moi, même si je fais, des centaines de plateaux tous les ans sur les risques majeurs, sur toutes les chaînes de ce pays, c'est que je vais pouvoir, au moment où ça va survenir, parce que ça arrivera un jour et que je serai impuissant. Je pourrais rien faire pour mes parents, d'accord? Je serai ici peut-être avec vous, c'est peut-être pas c'est pas un truc grave si maintenant, je sais pas, d'accord? Je vais pouvoir me dire, parce que je serai impuissant à ce moment-là, je pourrais rien faire, d'accord? Je vais pouvoir me dire que j'ai fait ce que j'ai pu. Et ça, vous savez votre famille à 8000 kilomètres, pour ceux, qui voient ce que c'est d'être exilé, je suis plus sur mon île, c'est, une des manières que j'ai, moi en tout cas, de me dire: «Tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont sué sang et eau pour qu'on ait accès à ces technologies, qu'on ait accès à toutes ces infrastructures, on est un pays qui vit en paix». Je vous le dis parce que, Cuba, c'est très compliqué pour Cuba en ce moment, d'accord? Cuba va faire l'exercice la semaine prochaine. Le Venezuela, ça fait 1 mois qu'il tweet qu'il y a un exercice jeudi prochain. Et c'est pas sain pour le Venezuela en ce moment, d'accord? Trinidad et Tobago, au large du Venezuela, qui est en conflit avec le Venezuela et qui est utilisé comme plateforme, par Donald Trump pour plein de trucs, qui est en état d'urgence. Trinidad et Tobago, ils vont faire l'exercice. Nous, on est en paix. Alors, on a une élection, c'est un moment de respiration démocratique que je ne remets absolument pas en cause, d'accord? Mais une élection, ça n'a jamais été une excuse de ne pas s'entraîner. Et moi, à la place des candidats, je suis candidat, je peux parler, j'aimerais utiliser l'exercice pour mon personal branding, dans la majorité comme dans l'opposition. Parce que je peux vous dire, hein, que les Vénézuéliens qui font l'exercice, c'est le 14 juillet. Hein. Je peux vous montrer des images tout à l'heure de Carib Wave au Venezuela. Vous avez l'armée dans la rue. C'est une autre culture. On peut remettre en question politiquement le gouvernement vénézuélien, ça c'est un sujet. Mais dans la population, un exercice comme ça, c'est un moment de fierté nationale et de cohésion nationale. On revient à Nantes. Vous connaissez, qui a déjà lu ce document-là? Tu as déjà lu? Oui. Oui, ça rapporte Qui d'autre? Personne? par rapport avec le plan intercommunal. Alors, le plan intercommunal de sauvegarde, c'est pour nous les élus. Donc ça, c'est la même chose, mais pour les élus. Enfin, c'est la même chose. Mais c'est une liste opérationnelle. On est un pays. Pourquoi je suis dur avec
avec notre pays et nos élus, dont je fais partie, hein, c'est qu'on est un pays qui a beaucoup théorisé et qui théorise beaucoup. On en discutait un peu, tout à l'heure. On a les plans communaux de sauvegarde, d'accord? Les plans intercommunaux de sauvegarde maintenant. On a les plans familiaux de mise en sûreté, les PFMS. On a les DICRIM, les documents d'information communaux des risques majeurs. On a les PPRI, les plans de prévention des risques inondation ou risques incendie. On a les PAPI, les plans d'action prévention inondation. On a les GEMAPI, enfin, des plans. Et vous demandez à toutes vos IA génératives, hein, elles se sont nourries, hein, de ça, hein. Donc on sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire. Pourquoi ça merde tout le temps? On a théorisé tout ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce document, il existe depuis 2016. 10 ans qu'il est en ligne sur le site de la ville de Nantes. Je vous invite à le lire, parce que tout ce que je viens de vous raconter là, en fait, il est bien fait en plus le vôtre. Vous avez des jolis pictogrammes qu'on appelle des aléagrammes, qui sont des polices de caractère spéciales qui décrivent chacune un type de risque. Et l'avantage du DICRIM, c'est que dedans, vous avez tous les risques auxquels sont confrontées les populations. Alors, comme il date d'il y a 10 ans, vous n'avez pas FR Alert, mais vous avez tous les réflexes nécessaires en cas d'aléa majeur sur la commune. Vous êtes une des communes d'ailleurs qui est la plus innovante sur ces questions-là, sans vouloir grossir dans le sens du poil de la majorité actuelle. Il y a une campagne en cours, d'accord? Moi, j'aurais beaucoup voulu, je suis en campagne aussi, hein, j'aurais beaucoup voulu que ce sujet-là, qui est quand même 6e, hein, dans la priorité des Français, l'environnement, les risques majeurs, alors un petit peu plus maintenant après les inondations qu'on a connues le mois dernier. Mais ces sujets-là, c'est numéro 6 dans la priorité des Français. Vous avez un hackathon bientôt. Je vous montre ce document-là parce qu'en fait, en vrai, vous avez, alors, si vous ne vous destinez pas forcément à des sujets uniquement centrés sur Nantes, mais toutes les communes de France ont un DICRIM. Et c'est ce qui est intéressant avec ce DICRIM, c'est que vous avez l'histoire de la commune. Vous avez, donc là, par exemple, 2002, il y a eu un séisme de magnitude 5,4 dans le Morbihan. Vous avez les aléas auxquels vous êtes confrontés, vous avez surtout les consignes à respecter le jour où vous êtes vous-même confronté à cet aléa-là. En théorie, je dis bien en théorie, si vous êtes propriétaire, locataire, professionnel ou particulier, ce document doit être joint au bail ou à l'acte notarié du bien que vous avez acheté ou que vous êtes en train de louer. C'est obligatoire. Malgré la loi, j'ai eu 1 ou 2 mains levées max ce soir sur ce document-là. Donc vous vous rendez bien compte qu'il ne suffit pas de légiférer, il ne suffit pas d'avoir des documents disponibles, il ne suffit pas d'avoir des élus qui les ont rédigés avec les services, il ne suffit pas d'avoir une cellule d'innovation autour de ces sujets-là. Il y a un vrai sujet aujourd'hui, physique, d'action, parce que c'est des sujets qui font peur. Même si je vous ai raconté tout ça avec beaucoup d'humour depuis tout à l'heure, faut pas se mentir, faut pas se raconter d'histoire, et c'est des sujets qui font peur et qu'on met en général là-dessous. Dans le sujet et on met sous le tapis. Et pourquoi je fais cet exercice et ces exercices et ces travaux-là avec les enfants? Parce qu'en fait, un exercice, c'est pas une marche funèbre. Je sais pas tout ça et je m'intéresse pas à tout ça parce que je suis un pompe funèbre. Je suis pas un amoureux de la mort. Moi, je célèbre plutôt la vie. Je suis un mec qui aime faire la fête à la base. Même si on m'invite jamais pour ça, mais j'aime beaucoup faire la fête. Donc moi, ce que j'essaie d'éviter, c'est que ça nous paralyse et que ça nous empêche de bosser, que ça nous empêche de nous déplacer, que ça nous empêche de faire la fête. Donc n'hésitez pas à aller lire le DICRIM de Nantes, c'est un des meilleurs, il est dans le top 10 pour moi des DICRIM, même s'il date d'il y a 10 ans. En vrai, les risques à Nantes n'ont pas tellement évolué, il y a quelques petits trucs où il faut mettre un petit coup de ripollin, mais en fait, les risques n'ont pas tant évolué que ça. C'était pour un peu contextualiser, parce qu'on peut penser, avec tout ce que je vous raconte, que tout ça est loin. Mais en fait, au final, on n'en est pas si loin que ça, puisque chaque commune a connu des heures difficiles. Ça a un peu râlé parce qu'on est des Gaulois réfractaires. N'hésitez pas à aller sur le site du gouvernement, sur le kit d'urgence. Qui a un kit d'urgence à la maison? Prêt? C'est du Gaulois, quoi. L'État, il vous a dit qu'il faut en avoir un. Faut en avoir un.
C'est vrai que quand c'est sorti, les gens ont crié sur les réseaux sociaux au complot, que c'était la guerre en Ukraine, que Macron, c'est un suppôt de Zelensky. Mais qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, tonton Zelensky? On vous dit juste que si jamais il y a un souci, il faut que vous ayez un minimum de trucs dans un sac prêt pour pouvoir au moins savoir ce qui se passe. Une petite radio à pile, bande FM, DAB+, si vous voulez, vos médicaments, vos ordonnances, une trousse de premier secours, de lampe torche, on sait jamais, des vêtements de secours avec une couverture chauffante, un peu de nourriture qui ne nécessite pas de cuisson, des petits outils, les Orman au couteau d'eau, un peu d'argent en espèces et tout, des lunettes de rechange, vos clés, vos documents dans une pochette étanche, pour pouvoir, les baux de location, les assurances et tout ça. C'est pas grand-chose, mais faites-le. D'accord? Un petit sifflet pour se localiser si vous êtes coincé, d'accord? Et si vous êtes il y a combien de radioamateurs dans la salle? 2, 3, on est 3. Donc radioamateurs, hein, hobby, loisirs, scientifiques et techniques. Si vous êtes radioamateur, c'est encore mieux parce que vous avez une licence qui permet en plus de vous signaler, d'aider vos voisins, d'avoir des radios. Vous pouvez parler à la préfecture, à des ONG, l'Ordre de la Croix de Malte, la Croix-Rouge. Croyez-moi, dans ces moments-là, ce qui est pratiquement en premier sur la pyramide de Maslow, pour l'avoir vécu à Mayotte, pour l'avoir vécu à Saint-Martin, pour l'avoir vécu à La Réunion, tout ce que je vous raconte là, les gens, parfois, hein, quand on arrive, ils s'en foutent d'avoir de l'eau, de la nourriture, ils veulent d'abord communiquer, donner des nouvelles et prendre des nouvelles. Communiquer parfois dans ces moments-là, c'est la priorité des populations. On a un radioamateur, on est à peu près 15, on est un peu plus de 15 000 maintenant, 15 000 en France. Aux États-Unis, ils sont 800 000. D'accord? Donc ça fait un radioamateur pour 400 habitants aux États-Unis. Ça fait un pour 6 000 7 000 en France. La probabilité d'à côté d'un gars ou d'une nana qui sait utiliser une radio au moment où vous avez un blackout. Souvenez-vous, hein, Karen Domingos, c'est 1,5 million de Français qui n'ont pas d'électricité, donc plus de fibre optique, plus de box. D'accord? On a éteint le cuivre, donc il n'y a plus de cuivre, plus d'ADSL, plus de briques analogiques, plus de télé. D'accord? Et croyez-moi, pour l'avoir vécu le 13 novembre dernier à Vernon, Normandie, sur un site industriel quand même sévère, bien péchu, au bout de 45 minutes, 1 heure, une antenne relais, ça n'émet plus, ça transmet plus. Donc vous avez plus de 4G, plus de 5G, au bout de 45 minutes, 1 heure, au bout d'une quarantaine de minutes, 1 heure, vous n'avez plus de réseau de téléphonie mobile. Donc dans ces moments-là, les seules personnes capables de communiquer, ce sont les radioamateurs. Soyez bons et soyez sympas avec. Ou mieux, passez votre licence, d'accord? Passez votre licence, vous avez des membres de l'association locale de radioamateurs ici présents. Levez vos mains, les amis. Vous vous formez aussi ou pas? Oui, oui, on donne des cours tous les mardis soirs. Bon, ok. On a un radio club, on est très organisé. Voilà, On peut aller voir Lara Lance. Internet. voilà. Là, Et vous voyez qu'on est un peu grisonnants tous les 3. ouais, donc on a besoin d'un peu de jeunesse. Voilà, hein, moyenne d'âge, 69 ans en France. Ah, 60 ans. Bon, 46 ans, je suis un bébé, d'accord? Bon, à l'ESSIV, on a 5 nouveaux radioamateurs, 5 plus 5, donc 10. Mes élèves, ils sont obligés de passer leur licence. Enfin, ils sont pas obligés, on est pas en démocratie dans mon cours. Donc j'ai 3 types d'élèves, ceux qui font pour me faire plaisir, ceux qui passent en licence de radioamateur parce que, ils veulent une bonne note, et ceux qui se disent: «Ah, si ça barde dans ce pays, ce serait quand même bien que je sache faire ce que le prof il a dit». Donc là, on passera une 50aine de licences parce que vous avez de plus en plus d'élèves ingénieurs qui se disent: «L'IA, c'est sympa, mais quand il y a pas de courant, il y a pas d'IA». Et pas de cyber, parce que je suis hacker éthique aussi, donc pas d'électricité, pas de cybersécurité, pas d'IA. Et donc là, on est très content d'avoir un peu d'analogique. Vous voyez que j'ai une petite antenne qui dépasse de mon sac. J'ai toujours ma radio. Une sur moi dans mon sac et une dans ma voiture. On ne sait jamais. Parce qu'il y a des risques aussi à Nantes. Et puis toutes les villes que je traverse pour venir à Nantes, j'ai traversé Angers. Mais ça a été un peu compliqué pour les engins ces quelques semaines. Juste pour recoller un peu, il me reste il me reste combien de temps? J'étais à 1 heure, je crois. Une demi-heure encore? Je vais faire moins, parce que je veux que ça vous fait rire pour vous tenir éveillé et tout.
Je vais faire juste quelques pages, web, pour vous montrer un peu les réalisations de mes élèves, sur des sujets d'actualité. La lutte anti-drogue. Donc là, vous avez les réalisations de mes élèves, de l'IFT à Nanterre. L'idée, c'est qu'on n'a pas là, je vais vous présenter 2 cas d'usage de l'IA sur mes activités, avec mes élèves, donc qui sont à la fois liés à l'actualité, des besoins opérationnels des militaires et des civils et des élèves qu'il faut former. Parce qu'un des drames de notre pays et dans toutes les écoles d'ingénieurs où j'interviens, c'est que malheureusement, on a de moins en moins d'heures de travaux pratiques en école d'ingé et donc j'ai beaucoup d'élèves qui ne savent rien faire de leurs mains. Donc quand vous rajoutez l'IA par-dessus, j'ai certains de mes collègues qui utilisent l'usage de l'IA en cours, moi je suis pour, parce que de toute façon, elle leur servira à rien puisque de toute façon, premier jour du cours, ils doivent monter, démonter un PC et là l'IA peut rien pour eux. Parce qu'à un moment, quand vous êtes ingé, vous devez maîtriser les sous-jacents physiques et techniques des technologies que vous mettez en œuvre. Donc, quand je leur demande, donc je les incite, pas violemment, mais un peu instamment de passer leur licence radio amateur, c'est aussi pour qu'ils puissent maîtriser quelques principes de base d'électricité, de radioélectricité et d'électromagnétisme. Donc là, ce que vous voyez là, c'est une des œuvres d'un de mes élèves. C'est un banc d'essai moteur. L'idée, c'est on ne peut pas acheter tous les drones disponibles sur le marché. Et en fait, ce qu'on veut, c'est pouvoir, d'un point de vue acoustique, reconnaître ces drones. Il y a deux grandes manières de détecter un drone. Soit vous écoutez le spectre électromagnétique, donc vous avez des radios logicielles comme celle-là, par exemple, ou des clés radio comme celle-là. Petite clé permet de recevoir la télé, qu'on a détournée pour recevoir tout le spectre radio. Donc là, vous avez 2 radios logicielles, une en réception. Donc là, la petite clé. Ouais, je vous ai ramené plein de jouets. Donc l'idée, c'est que vous puissiez regarder un peu à quoi ça sert. Donc à la base, ça, c'est une clé qui permet de recevoir la télé. D'accord? Marque Rutech. Et le chipset, on l'a modifié pour qu'il puisse écouter tout le spectre radio possible et imaginable. Et là, vous avez une plutôt HDR avec un processeur programmable, FPGA, mais à la fois de recevoir, mais aussi d'émettre. Donc là, on est sur le spectre électromagnétique et donc on va utiliser ces 2 appareils-là en émission et ou en réception pour pouvoir détecter le drone au-dessus de nous. Le problème, c'est que, à force de voler, et surtout, dans le contexte ukrainien, il y a beaucoup de brouillage. Et on est dans un contexte de guerre électronique. On ne peut pas utiliser de manière triviale des drones. Et vous le voyez en ce moment sur le conflit en Iran. Parfois, ces drones, ils sont programmés d'avance, ils n'émettent rien, ils volent et ils ont juste à plonger sur la cible et c'est fini. Donc le seul moyen au final qui nous reste pour détecter ces drones, c'est la deuxième manière, c'est qu'ils font quand même beaucoup de bruit. Parce que moi, à l'IFT, même si on a un peu de moyens, j'ai pas les moyens d'acheter tous les drones du marché. Donc l'idée qu'on a eue, alors et comment ils font quand ils sont pas programmés? Ils utilisent ça. C'est de la fibre optique. C'est la même fibre que vous avez en Ukraine. L'état de l'art aujourd'hui, c'est 65 kilomètres. Vous pouvez tirer dessus, hein, c'est comme du fil de pêche. 65 kilomètres entre le pilote et le drone en vol grâce à ces injecteurs optiques que j'ai avec moi, d'accord? Et c'est ce qui permettra au pilote de recevoir en retour l'image du drone et de lui envoyer les ordres grâce à la télécommande qui est, juste là. Heu, quoi? Alors la bobine, elle est là, c'est la bobine brute, donc la fibre optique est rebobinée dans une cassette sous le drone et en fait, le drone, la fibre, elle est défilée en fait, et le drone vole et en fait, il laisse tomber cette fibre et on va jusqu'à 65 kilomètres. L'état de l'art aujourd'hui, commercial, hein, vous pouvez acheter des bobines de fibre optique, 65 kilomètres, pour pouvoir, envoyer le drone tuer quelqu'un en face ou endommager un truc en face. L'être humain est magique. Alors faire des plans pour évacuer des gens, ça on est merdique, alors mais faire des trucs pour tuer les mecs en face, ça on sait. D'accord? Juste que vous ayez une idée de ce que ça fait comme bruit, ça fait quand même du bruit, hein. Heu, ouais, c'est bon, ça marche.
Je vous ai ramené un petit moustique. C'est un Météor 75. C'est un petit drone. C'est un petit drone de 27 grammes. Il n'a pas de caméra. Mais que vous réalisiez un peu le bruit que ça fait. Donc ça fait un peu de bruit. Chacun des moteurs a 90 grammes de poussée. Donc ça pulse. Ce qui veut dire que vous avez au total 360 grammes de poussée sur une machine qui fait 27 grammes. Donc vous pouvez bien emporter un petit Yao, 125 grammes. C'est explosif. D'accord. À 50 mètres, vous n'entendez pas. Donc là, je travaille au campus cyber. Donner une idée, on parle avec le ministère de la Justice, quelques policiers. Le sujet pour nous, c'est de dire, OK, les criminels qui sont dehors, qui sont quand même, eux, très créatifs, qui ont beaucoup plus de moyens que moi, du temps et ils sont beaucoup plus agressifs, qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi l'état de l'art de l'usage de ces drones? En Ukraine, c'est bon, tout le monde a compris, mais en France, c'est un peu plus ludique. Alors, c'est sorti maintenant, je peux en parler. Il y a 2 usages. Le premier, c'est, même avec un bracelet électronique, une condamnation à rester à la maison, 1,4 million de chiffre d'affaires, je crois, la livraison en prison. Donc on va utiliser le drone pour pouvoir, aller, larguer, différentes substances, produits, morceaux d'armes, kebab, en prison. Ah ouais, ils sont créatifs, ils ont pas besoin de shift pour imaginer, des trucs. C'est dingue. Et deuxième usage, là, DZ Mafia, donc Intelligence Online l'a révélé avec, les services de sécurité. Sécurisation des convois, des go fast de livraison de stupéfiants dans les quartiers nord de Marseille par drone équipé de caméras thermiques et de brouilleurs GNSS pour, ne pas être repérés. Magique. Les gars, ils sont plus créatifs, ils ont plus de moyens que la gendarmerie elle-même. Donc dites-vous bien que de l'autre côté, de la barrière, il y a des gens très créatifs et qui ont du temps et de l'argent, eux. Donc ça, c'est des signaux faibles, hein. À votre avis, si je reviens, de l'autre côté de l'Atlantique, dans combien de temps on verra apparaître des menaces sur toute ou partie des infrastructures de sécurité à cause de ces machines-là? Vu ce qui se passe à ce moment en Iran, je donne un chiffre, juste un chiffre. Les saisies de cocaïne en Martinique l'année dernière, 2025, 35 tonnes. Il y a un mec en face, ou une femme, hein, qui est pas content. D'accord? C'est sûr, 35 tonnes de cocaïne saisies, il y a des gens en face qui sont pas contents. Et les pas contents en face, quand on regarde les Mexicains, les Colombiens, les Haïtiens, c'est des attaques avec des drones entre cartels et vis-à-vis des forces de l'ordre. Donc vous devez imaginer toute la créativité qu'on doit déployer à l'IFT, au campus cyber, fort de ces, chiffres, de l'actualité. L'idée, c'est de dire: «OK, qu'est-ce que j'ai comme matériel? Comment je vais pouvoir utiliser l'IA?» Donc là, on va utiliser essentiellement TensorFlow Lite, mais la partie mécanique déjà, c'est il faut qu'on mette sur un banc d'essai des couples moteur-hélice, avec des hélices qui ont plusieurs tailles, des moteurs qui ont plusieurs tailles, je vais vous passer le petit Météor 75, je vais le débrancher pour qu'il ne démarre pas intempestivement dans vos mains. Que vous voyez la différence. Oui, je sais. Et donc là, vous avez un drone 5 pouces et un drone d'1 pouce 8. Vous voyez que les hélices ne sont pas les mêmes, elles n'ont pas la même taille. Elles font pas le même bruit, et donc en fait, ce bruit caractéristique-là, l'idée pour nous, c'est on n'a pas, suffisamment de moyens, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une bibliothèque audio, en faisant tourner sur ce banc d'essai différents moteurs équipés de différentes hélices, équipés de différents nombres de pales et des pales plus ou moins grandes, et en écoutant ces moteurs, petite carte son avec des micros de mesure, avec des mesures dans l'environnement naturel, à côté d'aéroports, dans des forêts, dans tous les lieux où on devrait être amené à détecter ça, et détecter en fait cette signature acoustique
sur banc d'essai et dans le domaine naturel ou le domaine industriel ou le domaine urbain, avec des cartes son qui permettent de numériser en fait le son caractéristique et ensuite des micros avec des moyens mécaniques pour amplifier. Donc ce qu'on a fait sur ces différentes canalisations, des microcontrôleurs ESP32 d'Espressif qui ont été programmés avec TensorFlow Lite, sur lesquels on a intégré un modèle, des micros en I2S, qui est un protocole de transmission numérique du son, et qui permet en fait, équipé en fait avec ce modèle, de détecter la signature acoustique, amplifiée par ces petites paraboles au foyer desquelles on retrouve les micros, et au final qui permettent de travailler sur des DOM, qu'il y a pas là, mais qui sont orientés avec ces paraboles creusées dans des sphères. Est, ouest, nord, sud, zénith, pour qu'on puisse entendre ces drones et cette signature acoustique aux 4 points cardinaux et au zénith, si le drone est au-dessus. L'idée, c'est pas de les détecter à 1,5 km, mais plutôt d'avoir une matrice de micros sur des zones dites sensibles, des aéroports, des centrales nucléaires, des data centers, pour entendre arriver le drone ou savoir qu'il est au-dessus, dessiner un vecteur, vitesse et d'orientation, qui permet de déterminer vers où se dirige le drone. Les Ukrainiens ont équipé leur territoire de dizaines de milliers de micros, comme ceux-là, où on n'a pas besoin d'écouter en permanence, mais juste de reconnaître la signature acoustique de ces drones, noyés dans un bruit d'hélicoptère, dans un bruit d'avion, dans un bruit d'oiseau qui siffle dans une forêt au lever du soleil. Et c'est ça que j'ai eu envie de transmettre à mes élèves. Donc ça, c'est le premier usage pour moi de l'IA. Pour faire ça, on va utiliser une bibliothèque bien connue qui s'appelle TensorFlow sur machine learning. Ce TensorFlow, on va l'adapter en version light pour quand même on est à l'opposé de ce que vous avez l'habitude de voir là. On est vraiment sur des machines qui ont très peu de mémoire flash, de mémoire vive, qui ont très peu de puissance par rapport à ce que l'on a dans des data centers ou des grosses machines, mais c'est ça l'objectif. C'est qu'il faut que ça coûte suffisamment peu cher. On va faire ça tourner sur des Arduino. Qui sait pas ce que c'est qu'un Arduino? Ok, donc c'est la petite carte que je fais passer là. D'accord, c'est un microcontrôleur sur lequel vous avez des moyens de communication, de la mémoire flash, de la mémoire vive pour stocker les binaires et les programmes, un micro, une LED multicolore. Et en fait, l'avantage de cette carte-là, c'est une des cartes compatibles, donc c'est celle-là, avec TensorFlow Lite et qui permet de manière native, de pouvoir travailler sur des exemples. Et donc là, c'est du processeur audio. Donc là, vous avez le code source qui est là, et donc c'est à partir de ces codes sources de test avec différents critères. Donc là, on doit juste reconnaître, je crois, oui ou non, yes or no. Donc là, si vous voulez, là, c'est un peu le OK Google, dit Siri, dit Alexa du drone. Sachant qu'une signature acoustique de drone, c'est beaucoup plus simple à reconnaître qu'une voix d'enfant qui dit Google, qu'une voix d'homme, qu'une voix de femme, avec un accent, plus ou moins d'accent, pas d'accent. C'est beaucoup plus simple d'entendre le bzit-bzit que vous avez entendu tout à l'heure en signature acoustique qu'une voix d'enfant distinguée d'une voix d'homme ou d'un bruit ambiant dans une cuisine, par exemple. Et donc, si vous voulez, si vous avez vous voulez des idées pour le hackathon, moi, mon sujet en permanence, c'est de voir, en fonction de l'actualité, parce que je suis malheureusement, j'aime beaucoup le mot des Canadiens pour définir mon métier, je suis préventeur. Donc, mon boulot, c'est toujours d'anticiper et de penser au pire scénario et voir quels peuvent être les outils qui permettent d'anticiper et rapidement de rendre ça suffisamment humain et sexy pour que mes élèves les premiers, mes enfants aussi, hein, parfois, les petits collégiens. Alors le drone avec les hélices roses là que vous avez, c'est un TP stage de 3e ça. Donc ils doivent me programmer la machine. Ils ont commandé les hélices, les moteurs, le châssis, et ils doivent souder les 4 moteurs que vous avez là sur un contrôleur de vol. Donc ça, c'est un contrôleur de vol avec un microcontrôleur STM32, donc c'est un microcontrôleur de la marque
ST Microelectronics, qui est un fabricant franco-italien. Les 7 millions de drones produits en Ukraine en ce moment sont tous équipés de ça pratiquement. D'accord. Les 15 millions de l'année dernière, c'est 15 millions de microcontrôleurs ST Microelectronics. C'est le leader mondial. C'est un des rares industriels microélectroniques encore existants sur notre sol européen. Et juste pour que vous ayez une idée de comment on peut rendre ça fun, là vous avez un petit tuto qui permet d'expliquer un peu comment on transforme une grandeur physique. Oui, Radio Commande n'est pas contente. Une grandeur physique en signal électrique. Donc là, c'est un micro, ça peut être un capteur. Ce signal électrique en données, cette donnée en information. Cette information, elle rentre dans un modèle qui entraîne le modèle. Et le modèle, il tourne en boucle sur le microcontrôleur pour apprendre à reconnaître le son en question qui nous intéresse, distinguer de tout le bruit ambiant. Donc ça, c'est le premier usage. Le deuxième usage que je fais de l'IA, c'est... Hop là. Je sais pas si vous allez le voir. Ah ouais, génial, parfait. Je suis venu avec le Red Pearl. Bon, le Red Pearl, c'est ma voiture. C'est une Toyota CHR rouge. Et Red Pearl parce que je suis guadeloupéen. Pirate des Caraïbes, Jack Sparrow. C'est le capitaine, elle est rouge, du coup Red Pearl. Voilà, comme ça, j'ai pas de problème avec la métro Goldwyn Mayer sur les droits sur le Black Pearl. Le Red Pearl, c'est une Toyota CHR. Et en fait, là, ce que vous avez ici, là, la barre, là. Alors, je vais déjà vous montrer ce que ça donne déjà dans l'habitacle. Hop, hop, hop. Est-ce que je vais la retrouver? CHR. Ouais, retrouver, mais c'est pas beau. Hop. Donc cette voiture, c'est mon véhicule atelier de cybersécurité. Donc c'est une voiture que j'ai hackée avec différents logiciels, différents protocoles, différents matériels, et que vous vous rendiez compte de ce que ça représente. Là, je suis le long de la base aérienne 105 à Évreux, qui est par là, à l'arrière de la gendarmerie nationale. C'est mon premier lâcher de volant. Alors juste pour vous faire rire, je n'étais pas très rassuré. Donc là, je déclenche le pilote automatique. Et donc là, hop, là, il lâche. Et là, il a peur. C'est pas moi qui conduis, c'est la machine qui est là. Il faut que vous compreniez que là, en double-cliquant sur la manette du régulateur de vitesse, je confie 1,7 tonne, plus mes 68 kg de viande, de voiture à un réseau de neurones qui tourne sur un téléphone. D'accord? Avec un logiciel qui s'appelle OpenPilot. Donc à l'époque, c'était Léon, pardon. C'est exactement ce qui a collé sur le pare-brise. Donc c'est un téléphone, hein, avec un dissipateur, un ventilateur. Et donc le réseau de neurones, il y a 9 ans, était suffisamment puissant pour à la fois coordonner, faire la lecture de lignes, injecter les ordres dans le bus scan de la voiture ici au niveau de la caméra de latéralisation du véhicule, qui du coup va entraîner la giration du volant, le freinage et l'accélération du véhicule. Et tout ça en boucle avec moins d'1 milliseconde d'action. D'accord? Donc 2 caméras qui filment la route, une caméra qui me filme moi. Et donc ça, vous verrez que là, à l'époque, la voiture, elle ne savait pas prendre les ronds-points. C'est l'autonomie de niveau 3, 3,5. D'accord? Donc niveau 1, boîte auto. Niveau 2, maintien de cap, mais vous avez encore les mains au volant. Niveau 3, vous lâchez le volant et les pédales. Niveau 4, le véhicule, il sort et revient tout seul dans son emplacement de stationnement. Niveau 5, vous ne touchez plus à rien. Donc là, on arrive sur le volant, je reprends le volant parce qu'à l'époque, elle ne savait pas le faire. Depuis le 1er avril 2025, elle sait prendre les ronds-points. Et à l'époque, il y avait un peu d'aliasing. Donc le volant, c'était un peu work in progress. Là, j'ai essayé, ça va. C'est smooth. Et là, je redéclenche le pilote automatique. Tout ce que je vous montre là est libre, gratuit, disponible sur Internet. Vous allez sur le GitHub de Coma.ai. C'est OpenPilot. Et donc là, c'est mon trajet d'aujourd'hui. Donc, je suis parti de chez moi à 11h. Je suis arrivé à 15h. Je coupais le moteur. D'accord? Et quand c'est bleu, c'est que je suis en manuel. Quand c'est vert, c'est que le véhicule, il se gère tout seul.
Donc là, c'était une trottinette à Nantes que je suivais, donc j'ai préféré passer en manuel. Et la vidéo que vous voyez là, c'est sorti de chez moi. Donc j'ai des logs sur 3 caméras et une carte qui me permettent en fait de voir un peu l'itinéraire. Vous voyez que j'ai des petites bandes rouges, c'est que le pilote estime que la trajectoire est beaucoup trop prononcée ou qu'il y a une situation dangereuse qui nécessite un arbitrage d'humain. On est sur du niveau 3,5, c'est de la DAS, donc vous êtes à la conduite. J'ai une question cet après-midi sur les assureurs, donc j'ai 2 assurances, d'accord? C'est de la seconde montre, c'est pas un facteur aggravant de point de vue légal, c'est pas de la cocaïne ou du rhum, d'accord? Donc on est sur une aide à la conduite, je dois rester maître de mon véhicule. Aujourd'hui, Open Pilot, c'est plus de 150 millions de kilomètres roulés. C'est le seul projet pratiquement open source. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'ancien président fondateur d'OpenStreetMap en France. C'est un projet anglais, mais moi j'ai géré le chapitre local d'OpenStreetMap en France. En termes de projet collaboratif, c'est un des projets les plus prolifiques qui a été créé par un autre hacker qui s'appelle George Hotz, qui a jailbreaké les iPhones et les PlayStation accessoirement, à qui Sony et Apple ont fait un procès retentissant, et il se dit tiens, c'est pas suffisant, je vais hacker les voitures. Mais il a appris de ses erreurs, et donc au lieu de prendre le risque, il a créé cette boîte qui s'appelle Coma. Il a publié le code source, et quand vous achetez un Coma aujourd'hui, ça c'est le Coma en V3, donc ça c'est ça qui a conduit. Dès que c'est en vert là, c'est que c'est cette machine-là qui m'a ramené jusqu'à vous. Et vous voyez que c'est continu, donc il n'y a pas d'arrêt. Parce que j'ai pas besoin de m'arrêter, parce que je suis pas fatigué. En fait, quand vous surveillez un robot et quand vous conduisez, c'est pas du tout la même charge mentale. Donc là, je suis dans un train, je vérifie quand même parce qu'il y avait des petits rigolos qui étaient un peu agressifs sur la route. Parce que les autres, ils sont pas en IA, eux, hein, donc en conduite. Donc l'IA, elle conduit, mais les gens autour, c'est un peu chaud. Il y a 2 choses que le Coma 3 ne sait pas encore faire, c'est les priorités à droite et choisir tout seul le péage. Donc ça, que parfois c'est bleu. Ah oui, quand c'est gris, c'est que le pilote était actif, mais que j'ai effectué des manœuvres de correction. Parce que quelqu'un me collait trop, parce que il y avait des codes de chantier, parce que j'ai dû corriger la trajectoire, diminuer la vitesse. Il n'y a que le freinage qui déclenche l'arrêt du logiciel et qui me fait passer soit en bleu, soit en vert. OK? Donc aujourd'hui, l'état de l'art, hein, là vous avez un logiciel qui tourne, on est 2 en France, on est 6 en Europe à tester ça, donc majoritairement, massivement, les IA de conduite sont entraînées aux États-Unis et en Asie. Faut pas se raconter d'histoire. On a déjà perdu pas mal de batailles, j'aimerais pas qu'on perde la bataille de l'autonomie des véhicules. Sur l'aide à la conduite, savoir qu'en 50 ans à peu près, on a divisé par pratiquement 16 le nombre de morts sur les routes. Pardon, c'est entre 1972, on a eu le pic, par 6, pardon. On est passé de 18 000 morts en 1972, j'étais pas né, à 2022, on est à peu près, c'est toujours trop, hein, 3 000 morts, pour plein de raisons. La première, évidemment, c'est que la société française a en aversion la violence routière, et ça, c'est bien, parce que ça veut dire qu'on évolue et qu'on veut moins de violence sur les routes. Donc ça a entraîné des textes de loi qui interdisent ou qui imposent certains équipements, le casque, la ceinture de sécurité, les airbags, le freinage d'urgence. Plus de conduite sous stupéfiants ou sous alcool, avec des taux minimums qui ont baissé, les assurances, le contrôle technique. C'est aussi l'informatisation massive des usines de voitures. Les voitures sont de plus en plus fiables. Ce sont des règles aussi mécaniques avec les tests Euro NCAP, vous savez, hein, sécurité des piétons, sécurité des enfants à bord, sécurité des adultes et sécurité des organes de sécurité du véhicule. Les fameuses 5 étoiles que les concurrents vous mettent à la fin de la pub avec la main sur le cœur pour vous faire bien comprendre que la voiture est plus sécurisée, plus sûre que les voitures des voisins. C'est aussi, depuis la norme GSR 2 qui est entrée en vigueur le 4 juillet 2024, l'obligation d'avoir du freinage d'urgence. Donc les voitures aujourd'hui, elles sont équipées de caméras et de capteurs qui font que vous avez un robot, vous avez une machine, vous avez un logiciel qui freinera et qui freine à votre place. C'est obligatoire. Si vous voulez vendre c'est un règlement européen, la GSR 2. Si vous voulez vendre un véhicule, c'est un constructeur, vous voulez vendre un véhicule en Europe, et c'est bien. La voiture doit être équipée d'un logiciel qui fait freiner la voiture toute seule.
Si vous voulez vendre cette norme GSR2, elle impose aussi le fait que vous ayez un régulateur de vitesse adaptatif. Cette norme, elle impose que vous ayez un système de contrôle des angles morts. Cette norme, elle impose que vous ayez un maintien de cap, que votre voiture, elle vous contraigne avec son volant. Donc, il y a un moteur dans le volant qui vous remet au milieu de l'axe, de la route. Et tout ça, mais ça fait qu'on a de moins en moins d'accidents, on a de moins en moins de morts, toujours trop, on a de moins en moins de blessés, on a moins de dégâts et que même les assureurs, on a une petite pente qui descend. D'accord? Ce qui monte, c'est les catastrophes naturelles dont on a parlé avant. Mais on est aujourd'hui en train d'informatiser massivement des véhicules. Et cette informatisation-là, elle a quelques vulnérabilités, quelques failles que l'on exploite. Certains vont passer, d'autres pas, et il va induire en erreur le calculateur et lui faire croire que c'est moi qui suis en train de tourner le volant. Il va injecter l'ordre dans le moteur qui va tourner le volant, qui va freiner ou qui va accélérer. Et c'est comme ça que sur plus de 400 km, sur 400 km à peu près, 3h59 de conduite, j'ai pu arriver entier chez vous. Alors, beaucoup de gens me demandent si c'est autorisé. On est en zone grise, puisqu'on est sur une aide à la conduite. C'est pas interdit. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en tant que hacker éthique, cette IA-là, moi, je l'utilise de manière éthique. Vous imaginez juste si vous la mettez dans les mains d'une personne qui est malveillante. Et des génies du mal, il y en a aussi de l'autre côté. D'accord? Donc nous, on essaie d'être bien et suffisamment nombreux côté génie du bien, d'accord? Les hackers éthiques. Mais des hackers malveillants, on en a aussi par là-bas. Donc trafic de stupéfiants, voiture bélier, braquage, ce que vous voulez, vous n'êtes plus obligé d'être à bord d'un véhicule. La seule limite là, c'est mon réservoir d'essence. D'accord? La voiture, elle est capable de se gérer toute seule dans la majorité. Vous savez qu'il y a quand même plus de vert que de bleu quand même, hein. Le gris, franchement, manette de PlayStation et retour caméra, casque VR, c'est réglé. D'accord? Donc les TP 3e, c'est manette de PlayStation et ils ont une voiture radiocommandée qui fait 1,7 tonne. Vous imaginez ce que ça fait dans la tête d'un élève de 3e qui est la voiture avec moi. Je vous dis pas ça pour vous faire peur. Je vous dis juste que c'est des sujets sur lesquels on a du mal, encore aujourd'hui, à sensibiliser les constructeurs. J'ai jamais réussi à travailler avec un constructeur français, par exemple. Donc les Allemands, ça va. Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, ça c'est cool. Ça va, ils coopèrent plutôt bien. J'ai une Toyota, j'aurais préféré venir avec un véhicule français, hein, je vous promets. Mais il n'y a que qui acceptent. Le Graal, c'est BYD. Vous savez, on m'a demandé... C'est que la première fois que je vous raconte et puis je termine avec cette anecdote-là. Après, je vous laisse poser des questions. Vous savez que la première fois que je suis venu à Nantes, j'ai hacké une Tesla. Je suis venu avec une Tesla que j'avais hackée. Et cette conférence, elle est en ligne, hein. Et à la fin de ma conférence, il y a Karima Deli. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle. C'est l'ancienne présidente de la commission transport de l'Union européenne, grande dame, qui me dit « Mais monsieur, avez-vous déjà essayé de travailler avec vos députés et les constructeurs européens ?» À l'époque, j'étais un peu moins diplomate. Je lui ai dit « Vous savez, on m'a tellement passé de pommade dans le dos que j'ai la peau grasse. » J'ai jamais réussi à bosser. Donc, elle s'est pas démontée. Elle est venue me voir à la fin de la conférence en me disant « Vous savez que je suis votre député ?» Je suis ma députée de quoi, madame? Moi, j'en sais rien, moi. Elle me dit « Mais quand même, je suis la présidente de la commission de transport, vous vous rendez compte ce que vous racontez, mais c'est génial, c'est celui qu'on doit attendre. » Je dis « Allez-y, venez, prenez la place du conducteur. » Et moi, je vous explique dans la Tesla ce vers quoi on doit attendre. Et ça, c'était il y a 10 ans. Hein. D'accord? Tesla, ils ont mis 2 bonnes semaines à me confier la voiture. Toyota, j'ai mis un petit mois et demi pour qu'ils me répondent. BYD en Guadeloupe, quand je veux tester une voiture, que je veux faire des tests cyber dessus, je l'ai en moins de 24 heures. Et je n'ai jamais eu dans mes mains, de la part d'un constructeur français, un véhicule. Vous imaginez bien que si ce que je vous montre là, vous tapez, alors je peux même le faire en direct, hein, vous tapez GitHub Coma, ou je vais même taper Coma tout court, pour que vous vous rendiez compte de la dinguerie, comme disent les jeunes. Il y a un Caton aussi, cool. 10 000 $. Ah, c'est pas shift, hein. Je plaisante.
Toute action est bonne à prendre. Mais eux, quand ils font des hackathons, ils font bouger des volants. Je dis ça, je dis rien. Heu juste que vous ayez les chiffres, 325 modèles de véhicules supportés, 27 marques. Trois ah j'étais pas à jour. 300 millions de miles! C'est fou. C'est que là, vous avez des gars qui ils travaillent pour aucun constructeur. Vous imaginez, le mec, c'est juste un mec dans son garage, au sens premier du terme, qui est en train de monter des calculateurs avec des cartes graphiques pour créer un modèle universel mondial avec toutes les vidéos de toutes les voitures qui conduisent et qui aujourd'hui a plus de 300 millions de miles, donc ça fait en kilomètres pas loin 6, 500 millions de kilomètres. On n'est pas loin des 500 millions de kilomètres roulés. D'accord? J'ai aucune marque au monde, enfin si, Tesla sait faire, BYD a ça aussi, mais en projet open source, libre, documenté, gratuit, j'ai aucun équivalent. Aujourd'hui, de projet communautaire qui entraîne un modèle qui, à terme, pour l'instant, assiste la conduite et qui, à terme, conduira à notre place. Moi, je ne veux pas que ce soit Toyota ou BYD ou Trump ou quel que soit le chef d'État, je suis un sale gosse, décide de ce qu'est la conduite autonome. Alors évidemment, il faut des normes, évidemment, il faut des standards, et ça, je remets absolument pas ça en cause, mais ce n'est pas suffisant. Juste pour que vous ayez en tête, la France, c'est 125 000 vols de voitures par an en 2025. D'accord? Ça fait une voiture volée à peu près toutes les 4 minutes. Le premier risque cyber de votre voiture, c'est de vous faire voler votre voiture. On est champion d'Europe de vol de voiture. D'accord? Donc on peut pas avoir d'un côté, parce que c'est un peu le problème, ce qu'on se racontait sur l'industrie automobile de notre pays, c'est que vous avez 2 types d'enfants. Vous avez ceux qui ont eu des bonnes notes en 3e. On leur dit: «Tu iras en école, tu iras en bac général, scientifique et tout ce que tu veux, tu iras faire une prépa, une école d'ingénieur, bureau d'études et tu construiras des belles voitures». D'accord? Col blanc. Et tu pas eu de bonne note Mathéo, c'est peut-être pas pour toi les études. D'accord? Donc tu vas faire un petit bac professionnel et l'enfant il a pas envie de faire du bac pro. Faut pas se raconter d'histoire. On a encore une très forte polarisation sur ces filières professionnelles et croyez-moi, même quand moi je conçois avec le CMQ, donc les campus des métiers qualification de Normandie, les programmes scolaires de maintenance des véhicules électriques, même là, on a eu du mal à avoir des véhicules français. C'est Volkswagen qui nous a donné des voitures, des ID.4. Ils ont pas blagué au début. Maintenant, on a des Skoda, mais à l'époque, c'était des ID.4. Alors maintenant, les constructeurs français y est, d'accord? Mais on a eu toutes les peines du monde à avoir des véhicules français pour que nos petits-enfants, là, puissent s'entraîner. Et donc moi, ma frustration sur ces sujets... Alors là, je peux vous le dire, quand ils savent qu'ils peuvent piloter la voiture avec une manette de PlayStation ou avec la radiocommande du drone, c'est bon, il y a plus qui a des mauvaises notes qu'il y a des bonnes notes, d'accord? J'ai eu 67 stagiaires de 3e en 5 ans. Ils sont tous passés. Sur le banc, on va commencer à hacker la voiture et croyez-moi, filles comme garçons, peu importe l'âge, le niveau, ils ont tous envie. Vous leur diriez: «Ça te dit de bosser chez Norauto, Dekra, ou Feu Vert?» Chaud. Par contre, tu veux venir hacker la voiture avec moi, ça, il y a du monde. Tout le monde vient, d'accord? Et qu'on a un vrai et là, il y a pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé, même si à un moment, il faut aussi des compétences et des sujets mathématiques. 98% du boulot, en vrai, c'est appuyer sur la pédale de frein et voir quelles sont les trames qui ont changé, appuyer sur l'accélérateur, voir ce qui a changé. Quand je tourne le volant, voir les données qui ont changé. Parce qu'en fait, l'avantage de Coma, avec OpenPilot, c'est qu'on a, comme pour les drones d'ailleurs, un vrai kit de développement physique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, techniquement, interfacer des logiciels, des réseaux de neurones, des modèles à des phénomènes physiques. Je m'arrête là. Je sentais qu'il y a un peu d'invitation par là, j'ai dit: «Il faut que je m'arrête».